Bon. Donc, en me regardant, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Bonjour, oui, donc je m'appelle Michel Raymond, donc je suis l'architecte de ce projet de faculté de médecine de Saint-Quentin-en-Yvelines qui va être inauguré lundi prochain. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez me parler des choix architecturaux que vous avez faits pour ce bâtiment? Alors architecturalement, il y a d'abord une question urbaine, on va dire, avant l'architecture, c'est l'implantation d'un îlot dans la ville, un îlot qui est la fac de médecine, qui regroupe toutes ses fonctionnalités. C'était un endroit où la ville avait un peu une urbanisation des années 60 et l'urbanisation contemporaine d'îlots, de rues plus contemporaines avance, et donc cet îlot-là en fait partie. Et la particularité de notre projet, c'est un peu sa compacité. La compacité, on le verra tout à l'heure pour des questions de développement durable, de gestion de l'énergie, mais d'abord aussi sa compacité au niveau de l'usage. C'est un bâtiment qui réunit deux grandes fonctions, enseignement, où il peut y avoir jusqu'à 1200 élèves, je crois, et recherche, où il y a jusqu'à 700 chercheurs. Donc à la fois, ces deux fonctions sont réunies dans le bâtiment, sont mises en situation de complicité complète, et en même temps peuvent être complètement rendues indépendantes pour des questions de confidentialité. La recherche, c'est quelque chose qui se met pas forcément sur la place publique à chaque instant. Voilà. Donc c'est la première grande chose de ce bâtiment, un îlot donc, qui à la fois réunit et sépare, quoi. Réunit recherche et enseignement, et en même temps les laisse un peu chacun dans leur coin. La fac de médecine, les premières années, c'est des fois un peu turbulent, on va dire. La recherche, ça n'aime pas la turbulence. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce bâtiment, peut-être au niveau de sa superficie, et après le reste? Alors le bâtiment, au niveau de sa superficie, a à peu près 13 000 m², qui sont en très gros répartis moitié-moitié enseignement-recherche. Il y a deux gros amphithéâtres de 400 places, un amphithéâtre de 150 places, les amphithéâtres pouvant être reliés par les systèmes vidéo pour des questions de téléenseignement, etc. Des salles d'enseignement classiques, une animalerie sur le toit de 800 m² pour la recherche, de tout petits animaux, hein, drosophiles, souris, etc. Et le bâtiment, comme j'ai dit tout à l'heure, il est dans la ville, c'est un rectangle, un patio central pour la vie, la convivialité, la vie des étudiants, parce que le bâtiment, il a ses façades à ras de la rue, comme dans le quartier latin à Paris, d'une certaine façon. Donc c'est pas sur le trottoir que va se passer la vie étudiante, donc c'est dans la cour, dans le patio, où on a fabriqué un lieu de vie comme ça, qui est très lumineux, planté, autant qu'on a pu, parce qu'il y a un parking dessous important, qui va permettre la vie des étudiants dans des intercours, etc., etc. Le fait que ce soit un lieu vivant, agréable, et où les gens ont plaisir à se retrouver. Voilà. Et ensuite, ce bâtiment, il est dans la ville, il est dans la vie, comme je viens de le dire, mais il est dans la ville, avec le nord quelque part, le sud quelque part. Et donc, comme Madame Sylvie Faucheux, la présidente de l'université de l'époque, avait souhaité avoir une grande dimension de développement durable dans ce bâtiment, moi, ça correspondait à mes manières de faire aussi, donc c'est-à-dire qu'un bâtiment qui est planté dans la ville, il y a le nord quelque part, il y a le sud quelque part, donc les façades réagissent en fonction de leur orientation. Donc la façade nord, elle a peu de protection solaire, la façade sud, elle a un certain type de protection solaire, parce qu'en général, le soleil est méchant quand il est au sud, quand il est vertical, donc c'est pas très compliqué de protéger. À l'ouest, il est plus horizontal, donc c'est un autre type de protection. Ces bâtiments étant très isolés, donc très peu de déperdition, mais donc le revers de la médaille, c'est que dès qu'un rayon de soleil rentre à l'intérieur, ça risque de devenir, si les apports solaires ne sont pas bien gérés, ça risque de devenir une bouteille thermos, une fournaise. Donc d'où la gestion de ce que je disais, de ce côté héliotrope de chaque façade qui a sa propre manière de contrôler les apports solaires. C'est extrêmement important. Voilà. D'accord. Ce bâtiment a la norme HQE, c'est ça? Et bien, il a une certification développement durable, donc il y a des panneaux solaires. On n'entendra pas mes questions, donc est-ce que vous pouvez introduire en disant ce bâtiment qui a une norme HQE? De la même façon qu'il est héliotrope, il y a toute la question de la gestion de l'énergie, des contrôles des économies d'énergie par différents systèmes techniques que je vous expliquerai bien moins qu'un ingénieur, donc je ne l'expliquerai pas, sur la gestion de l'énergie, les calages, les réglages très fins, etc., de toutes les consommations.
Le fait d'abord de consommer le moins possible, donc éviter toutes les déperditions intempestives, et puis quelques manières d'avoir de l'eau chaude sanitaire par des panneaux solaires, la gestion de toutes les énergies grises, donc tous les matériaux, il y a du linoléum dès qu'on a pu, pas dans les laboratoires mais dans d'autres pièces, donc le linoléum c'est un matériau qui est fabriqué avec du bois, du liège, de l'huile de lin, etc. Du bois beaucoup, il y a toutes les 2 grandes façades principales autour de l'entrée qui sont traitées en mélèze. En planche de mélèze massif. Les fenêtres, toutes les fenêtres des façades extérieures sont traitées en hêtre, ce qui est très rare dans un bâtiment pour lequel le groupement s'engage sur 25 ans à l'entretenir en bon état sur 25 ans, en très bon état même. Donc maintenir la durée de vie de ces fenêtres en bois, on dit que les fenêtres en bois c'est pas solide, bah si, là on le prouve, etc. et toute une qualification des matériaux utilisés, un peu ça va très très loin dans la manière de gérer tout ça. Voilà. Je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé du côté recherche. Je ne sais pas si on m'a dit au niveau, la dimension des espaces recherche, le fait que ce soit des équipements. Alors, je sais pas si les laboratoires de recherche, il y a 3 niveaux de laboratoire, de la même manière qu'il y a 2 niveaux d'enseignement qui sont dans les niveaux bas pour éviter que les étudiants aillent dans les escaliers, dans les ascenseurs. Donc il y a un niveau rez-de-chaussée haut, un niveau rez-de-chaussée bas où se trouvent tous les locaux d'enseignement. Les niveaux de recherche sont à un niveau haut, donc desservis par ascenseur, parce qu'un niveau de recherche, il y a 700, il y a autant de mètres carrés, en gros, il y a autant de mètres carrés d'enseignement que de recherche, mais il y a 2 fois moins de personnes, donc il y a forcément beaucoup moins de fréquentation, beaucoup moins de mouvement dans les circulations verticales, on va dire. Et la recherche sont des laboratoires que j'ai conçus volontairement en anneaux. C'est-à-dire que plutôt que de faire un bâtiment où il y a des petits laboratoires tous les étages et que les gens passent leur temps dans l'ascenseur, j'ai voulu travailler le plus possible à l'horizontale. Il y avait 3 grands laboratoires, leur nom change un peu tout le temps en fonction des dénominations que donne le doyen et ses collègues, mais il y a 3 grands laboratoires qui sont en anneaux autour du patio, un couloir central des laboratoires et des bureaux affectés aux laboratoires de part et d'autre, et une très grande modularité d'usage, parce que la recherche, par définition, aujourd'hui c'est quelque chose, demain c'est autre chose, après-demain ça sera encore autre chose, et donc ces laboratoires ont une relative polyvalence, d'abord par le plan et ensuite par leur équipement, pour pouvoir s'adapter, parce que la recherche, il y a un jour, on trouve et on cherche autre chose. Parfait. Je pense qu'on a parlé un petit peu de tout. Vous voyez quelque chose d'autre à rajouter? Non, vous allez couper un maximum là-dedans. Ça me paraît parfait.